la une de l'actualité ce soir, le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, sensibilise le gouvernement sur les mécanismes de la réconciliation nationale et les outils qui vont avec. Qu'est-ce que la justice transitionnelle et comment peut-elle aider le Burkina Faso à aller vers une réconciliation véritable? Les membres du gouvernement ont pu avoir des éclairages sur ces concepts, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, le Burkina Faso a enregistré des performances en matière de réforme politique, projets et programmes communautaires de l'UEMOA en 2018. Foi du président de la commission Bourema Abdallah au cours de la revue annuelle ce vendredi 19 avril à Ouagadougou. Quels sont les critères de cette évaluation? Qu'est-ce qu'elle induit comme image pour le pays? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, la mairie de Bobo-Dioulasso, de l'arrondissement 4 dans la ville de Bobo-Dioulasso, vient de procéder à la démolition des habitations dans une zone anarchiquement occupée dans le secteur 32 de la ville sur la bande de servitude du Marigot-Oué. Les occupants disent ne pas être surpris de cette mesure municipale, même s'ils opposaient une résistance à partir. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président du Faso a reçu la secrétaire d'État français auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Marlène Schiappa, elle est venue échanger avec le chef de l'État burkinabé sur les questions de protection des femmes face aux mutilations génitales féminines et au mariage forcé. Le point avec Lassina Ouattara et Pascal Canet. La France préside cette année le G7 des pays les plus industrialisés et le pays a décidé de mettre à profit sa présidence pour promouvoir l'égalité homme-femme. Dans ce combat, la lutte contre les mutilations génitales féminines occupe une place de choix. La secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme de France vient s'entretenir avec le président du Faso sur cette question. Le Burkina Faso ayant une longue expérience en matière de lutte contre l'excision. On vient soutenir ce qui est fait par le gouvernement du Burkina Faso. Parce que je crois que c'est important de ne pas arriver de France en disant nous on sait ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Les gens qui savent ce qu'il faut faire, ce sont les gens qui connaissent ce pays et qui ont cette légitimité pour pouvoir mener des actions. Donc nous on vient humblement dans une démarche de soutien qui peut se matérialiser par du soutien dans les plaidoyers, dans la pédagogie, qui se matérialise avec du soutien financier vis-à-vis des ONG. Le président de la République a lancé un fonds de soutien aux ONG féministes et d'égalité femmes-hommes de 120 millions d'euros. Donc c'est important pour nous de pouvoir voir aussi concrètement sur le terrain comment ça se passe. Parce qu'en France, il y a 60 000 jeunes filles et femmes qui vivent excisées. Et pour nous, c'est insupportable de se dire qu'il y a des jeunes filles ou des femmes, quel que soit l'endroit de la planète, qui vivent cette mutilation dans leur chair. Donc on veut pouvoir travailler ensemble, main dans la main, pour présenter dans quelques semaines un plan anti-excision en France qui se basera aussi sur le travail qui est mené dans les pays du monde. En plus de soutenir le Burkina, la secrétaire d'État vient donc s'inspirer de l'expérience africaine du Burkina Faso en vue d'enrichir le plan de lutte contre l'excision en cours d'élaboration en France. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé à l'école de la réconciliation. Un séminaire gouvernemental avec le HCROUN a permis ce vendredi au ministre de revenir sur les mécanismes de réconciliation et les outils qui vont avec. Il s'est agi pour les deux parties HCROUN et gouvernement burkinabé d'insister sur le processus de justice transitionnelle dans un contexte de réconciliation nationale, mais aussi d'ouvrir des perspectives sur les enjeux et les défis de l'accompagnement du HCROUN par l'équipe gouvernementale. Explication, Lassina Ouattara Oumoussissé. Vivre ensemble dans la vérité, la justice au sein d'une nation réconciliée avec elle-même, c'est une conviction que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale HCROUN partage ici avec le gouvernement. Une rencontre qui doit permettre à l'exécutif d'avoir une compréhension harmonisée du processus de la réconciliation et du concept de la justice transitionnelle. Une justice qui repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la manifestation de la vérité. Ensuite vient la justice. Ensuite viennent les réparations. Et tout cela doit reposer sur le 4e pilier qui est la non-répétition. Et la non-répétition signifie quoi? La non-répétition signifie que vous allez au fond de tout ce qui s'est passé et qui a permis les violations des droits humains.
Et ensuite, vous voyez, à travailler pour qu'il y ait des garde-fous. Et pour aboutir à des résultats probants, le Ashkroun s'inspire des expériences de pays tels que le Burundi et la Tunisie. Nous, on vient de terminer le 31 décembre notre travail. On a rendu notre rapport et actuellement, on est en train de donner aux victimes des décisions de réparation. C'est comme des décisions judiciaires. En fait, on a passé presque par le même contexte politique, historique, économique et un peu social. La justice est une nécessité, la réconciliation est une obligation. Et les ministres ont suivi avec intérêt les différentes expériences des autres pays afin de nous enrichir et de réussir ce que tout le monde veut, un Burkina de paix et apaisé pour les générations futures. Un Burkina apaisé pour les générations futures, le Ashkroun y croit et pense que la justice transitionnelle n'exclut pas celle classique. Elle offre plutôt des mécanismes, selon lui, pour une résolution pérenne des conflits. Travailler à normaliser les écoles sous Payotte, le gouvernement burkinabé s'y attelle, mais sur le terrain, les choses ne semblent pas bouger au goût des députés qui viennent d'interpeller le ministre de l'Éducation nationale ce vendredi après-midi. Un millier d'écoles attendent d'être normalisées. Face aux députés, Stanislas Ouarou s'est longuement expliqué. Nongba Kouda, pour Tanga Robert Kafando. À la plénière de ce vendredi 19 avril 2019, 3 questions au ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La première question concerne la réouverture des écoles dans les zones en crise sécuritaire, surtout à la faveur de l'opération Otapuanou. Nous étions à 1310 établissements fermés total et cette opération 3 semaines après. Donc cette opération, nous avons réouvert 357. Maintenant, l'idée, c'était qu'on a réouvert un certain nombre d'établissements. On continue de rouvrir, c'est une dynamique. Qu'est-ce qu'on fait pour que là où on a réouvert, là, les élèves ne connaissent pas une année perdue? Et donc, nous avons présenté 3 scénarios qui sont contenus dans la stratégie de scolarisation des élèves dans des zones à fort défi sécuritaire adoptée le 21 février 2019 par le gouvernement et qui permettent donc, ces scénarios-là permettent donc à ces élèves-là de pouvoir donc terminer leur année. Il y en a qui le termineront de façon normale, il y en a qui auront besoin de le terminer en septembre. La deuxième question est relative aux modalités de redoublement dans l'enseignement primaire tel que formulé dans le décret numéro 2019-0157 du 22 février 2019. Au niveau du primaire, spécifiquement, les cycles sont répartis en 3 sous-groupes qu'on appelle des sous-cycles. Donc le premier sous-cycle, c'est le CP, CP1 et CP2. Et à l'intérieur d'un sous-cycle, donc les conditions de passage ne sont... C'est-à-dire que l'élève doit passer d'un sous-cycle à un autre. Le redoublement est autorisé de façon exceptionnelle pour un certain nombre de raisons et c'est décidé par le chef de circonscription d'éducation de base. Et le deuxième sous-cycle, c'est le CE1 et le CE2, donc CE, et le troisième sous-cycle, c'est le CM, CM1 et CM2. Donc les 5 sur 10 concernent le passage d'un sous-cycle à un autre. Maintenant, à l'intérieur de chaque souci, ça va être précisé dans un arrêté que nous sommes en train d'élaborer et que je me suis engagé à transmettre donc aux honorables députés. La troisième préoccupation des députés est donc la question avec débat, la situation réelle des écoles sous Payotte et les mesures fortes prises par le gouvernement pour résorber ces écoles. Le point a été fait. Nous sommes à la date d'aujourd'hui, sur les 4353 salles de classe qui avaient été répertoriées, nous sommes à 2328 salles de classe réalisées ou qui seront réalisées, donc, ou qui seront réalisées courant 2019. Et donc ça fait un taux de 54% jusqu'à la fin de 2019, 54% de réalisation. Mais nous allons continuer ces efforts en 2020 à travers la mobilisation de ressources. Le débat a permis aux députés de s'intéresser à d'autres questions du département de l'Éducation nationale, comme la baisse drastique de la qualité de l'enseignement, des questions qui ont eu des réponses avec le ministre Stanislas Ouarou. À l'est du Burkina Faso, les forces vives de la région échangent sur la cohésion sociale et la prévention des conflits intercommunautaires. C'est à la faveur d'une conférence organisée par différents partenaires. Ibrahim Sanou, sur place à Fada pour le compte-rendu. Les forces vives de la région de l'Est veulent promouvoir le vivre ensemble à travers le renforcement des relations intercommunautaires. C'est pourquoi la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale avec l'association Kauran initie cette rencontre d'échange et de réflexion qui regroupe différentes communautés. Dans notre région de l'Est, nous habitons diverses populations.
Et ce qui fait que nous avons pensé qu'il était normal que nous puissions nous asseoir entre nos fils du Goulmou pour parler de cette question-là, étant donné que notre région est très touchée par ce problème de terrorisme. Cette tribune était une occasion pour tous, forces vives de la région, de nous parler sans tabou, sans barrière et surtout appeler à la sensibilisation jusqu'au plus petit hameau de culture de notre région. Pendant 72 heures, les participants ont eu droit à des thématiques relatives aux relations entre agriculteurs et éleveurs, à la gestion des espaces protégés et à la relation entre FDS et population. Si on a continué à faire comme ça là, je sais que le problème entre agriculteurs et éleveurs là, ça va diminuer. Il ne peut pas finir, mais ça va diminuer. Les FDS ont dit ce qu'ils pensent de la situation. Chacun, pour ce qui la concerne, a pu dire ce qu'elle pense et ce qu'elle pense par rapport au comportement de l'autre et ce qu'elle attend aussi par rapport à l'autre pour améliorer notre cohésion sociale. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres la création et la protection des zones de pâturage, la sensibilisation des populations sur la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Sur la réconciliation nationale, un mouvement de la société civile, en l'occurrence le Brassard Noir au Burkina Faso, estime que le processus doit être précédé d'abord de la vérité et de la justice afin d'apaiser les cœurs des familles des victimes. Face à la presse ce vendredi, ces responsables ont aussi apprécié l'opération Otampoinou dans l'est du Burkina et se sont prononcés sur la main tendue de l'ancien président Blaise Compaoré dans la lutte contre le terrorisme. Plus de détails avec Abouakar Sagnon. Par la voix de son président, le mouvement Brassard Noir donne sa lecture de la situation nationale. 3 points sont abordés: les crises intercommunautaires, la réconciliation nationale et la lettre de Blaise Compaoré à Roch-Marc Christian Kaboré. C'est maintenant que l'ancien président Blaise Compaoré sait que le Burkina Faso est attaqué. C'est déjà grave. Depuis 3 ans que le Burkina Faso est attaqué. Et nous avons perdu plus de 300 Burkinabés. Tous les acteurs doivent être au courant que sans la justice, sans la vérité, on ne peut pas aller à la réconciliation. Au lieu que des politiciens en perte de vitesse utilisent la justice traditionnelle, la réconciliation pour un fonds de commerce, non. Nous demandons à l'État de donner beaucoup de moyens au Ashkroun, qui est une institution républicaine reconnue par tous les Burkinabés, qui font un travail formidable et nous allons nous reconnaître dedans. Oui. Ce n'est pas appeler les gens, journée de pardon, on jette des pigeons et puis on est assis. Non, il faut qu'on sache qui a fait quoi. On se pardonne véritablement, sincèrement et on continue. Concernant les crises intercommunautaires, le mouvement Brassard Noir interpelle le gouvernement burkinabé à prévenir et à anticiper pour éviter une déstabilisation politique et militaire. Selon les conférenciers, le terrorisme a créé une méfiance entre les populations et veut saper le vivre ensemble, l'une des richesses du Burkina. Je le disais en titre, la commission de l'UEMOA passe en revue les réformes politiques, projets et programmes communautaires de 2018 pour le Burkina Faso. Le pays, selon la commission, a enregistré des résultats encourageants. Les secteurs couverts par cette revue ont surtout concerné la gouvernance, le marché commun et les politiques sectorielles des pays membres de l'espace. Salifou Belem, sous Bavière David Dabiré. Le Premier ministre Christophe Dabiré reçoit ici le mémorandum sur l'état d'avancement des réformes, des politiques et programmes initiés par l'UEMOA à l'intention du Burkina Faso. Il est le fruit d'une évaluation menée par les experts de l'organisation sous-régionale et ceux du Burkina Faso. Le moins que l'on puisse dire du contenu de ce document, c'est que le Burkina Faso attache du prix aux textes et règlements édictés par l'UEMOA. Le ministre des Finances, de l'Économie et du Développement et moi-même avons rendu compte au Premier ministre des conclusions de la revue annuelle des réformes, programmes et projets communautaires ici au Burkina au titre de l'année 2018. Le Burkina Faso en 2018 a enregistré un taux de transposition et d'application des réformes qui avoisine un taux moyen de 84%, soit une progression de plus de 7 points par rapport à 2017.
L'organisation sous-régionale accompagne le Burkina Faso dans des secteurs comme l'énergie, l'environnement et la gestion des collectivités locales avec une enveloppe de près de 21 milliards de francs CFA. Une contribution saluée à sa juste valeur par les autorités burkinabées. La mise en œuvre aussi des réformes politiques et de l'environnement des affaires que l'UEMOA mène est véritablement important pour accroître et lutter contre la pauvreté et accroître bien sûr l'intégration et le développement économique du pays. Dans la mise en œuvre des recommandations et directives de l'UEMOA, le Burkina Faso est à un taux de 84,4%. Un taux satisfaisant selon les deux parties qui s'engagent à poursuivre les efforts dans le sens d'une gouvernance vertueuse. 3 mois après sa nomination, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Salifou Ouedraogo, s'est rendu dans la région des Hauts-Bassins pour encourager les acteurs du monde agricole dans les Hauts-Bassins. Donc, première étape de sa tournée, Salifou Ouedraogo a pu se rendre dans des entreprises spécialisées, surtout dans la production sémencière. Le point de la tournée avec Amadou Dougué sur place à Bobo. Les unités de conditionnement et les magasins de stockage de semences de Nafaso, NEMA agricole du Faso, constituent la première étape de la visite du ministre chargé de l'Agriculture, Salifou Ouedraogo, une société autonome pourvoyeuse d'emplois et qui œuvre à côté de l'État à l'atteinte de la sécurité alimentaire. On nous répète toujours que nous sommes plus connus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, avec la visite des autorités, nous voyons que nous serons aussi connus à l'intérieur. Nous avons le premier producteur sémencier d'Afrique de l'Ouest qui est installé à Bobo. Et ce premier producteur produit près de 6500 tonnes de semences qui est distribuée à travers l'Afrique de l'Ouest. C'est pour dire qu'il y a une expertise du Burkina dans le domaine des semences. Et ma visite, c'est pour vraiment encourager ces semenciers pour qu'ils continuent toujours dans la performance. Après Nafaso, direction Cap Matourkou, entretien avec l'ensemble du personnel de cette école publique créée en 1963. Sur les 1000 hectares de terres appartenant à l'école, à peine 50 hectares sont exploités faute de moyens. Une situation qualifiée de déplorable par l'ensemble des acteurs. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de potentialités au sein de ce centre. Parce que nous avons constaté qu'il y a près de 1000 hectares de terres qui peuvent être aménagées. Et seulement 50 hectares exploités. Donc il y a des possibilités de mettre en place du partenariat public-privé. C'est à Bobo-Dioulasso que cette tournée s'achève par un entretien avec les travailleurs de la direction régionale de l'agriculture des Hauts-Bassins, une direction qui compte en tout 250 travailleurs. Ouagadougou a abrité ce 17 avril une conférence sur la géodata pour l'eau et l'agriculture. Une conférence pour promouvoir l'utilisation des données géographiques et des technologies modernes comme la téléphonie mobile. Il s'agit de voir aussi comment le numérique peut accroître les opportunités d'affaires dans la sous-région. Nongba Kouda, Maïmouna Traoré pour les détails. La conférence sur le géodata pour l'eau et l'agriculture a réuni des experts issus des institutions publiques et privées, des secteurs des technologies de l'information et de la communication, de l'eau, de la sécurité alimentaire, du changement climatique et du monde géospatial. L'enjeu ici, promouvoir l'utilisation des données géographiques et des technologies modernes pour développer une agriculture intelligente face au climat. Il fut un moment où on a des vulgarisateurs, un vulgarisateur pour 200, 300, 400 producteurs, alors que maintenant l'éthique, c'est-à-dire avec ces jeunes diplômés sans emploi, on peut le former, on peut créer des plateformes qui vont permettre à ces jeunes-là de développer des applications et de les mettre à disposition des producteurs. Pour ce qui est des données, nous avons, au lieu de monter des stations météo dans chaque endroit, nous allons maintenant connecter les sensors sur les serveurs et on n'a plus besoin d'aller lire et renverser dans le serveur, mais plutôt attendre que toutes les données soient collectées automatiquement avec l'éthique, et l'éthique nous faciliteront certainement ce travail.
C'est aussi dans cette dynamique que l'Organisation néerlandaise pour le développement a mis en œuvre le projet d'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l'utilisation de la téléphonie et de l'imagerie satellitaire. Un projet qui sera mis en œuvre avec la contribution de plusieurs partenaires dont Orange Burkina. Et il y aura un numéro court que Orange va disponibiliser à travers un centre d'appel. Dans ce centre d'appel, il y aura plusieurs langues locales et quand un éleveur ou un agriculteur appelle, il pourrait avoir l'information à travers ce numéro court, à travers un téléconseiller du domaine, que ce soit un technicien supérieur ou un ingénieur du domaine qui pourrait de l'autre côté répondre à l'éleveur ou à l'agriculteur. Grâce à ce projet, les bénéficiaires directs que sont les pasteurs et les agropasteurs devraient voir leurs revenus augmenter respectivement de 15% et de 10%. Le projet promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région du Liptako-Gourma a organisé en début de semaine à Dori une rencontre de concertation sur la transhumance transfrontalière. C'est une rencontre pour fédérer les actions et créer une synergie d'action pour une meilleure gestion des ressources naturelles afin de préserver le vivre ensemble. Lazare Sanou, sur place à Dori. Un cadre de concertation afin de garantir la sécurité entre les différentes communautés dans le Liptako-Gourma. Les acteurs font ici le diagnostic des causes de conflits liés à la transhumance entre les communautés transfrontalières. C'est vraiment de créer une synergie d'action entre les acteurs de la transhumance. Vous devez le savoir, il y a beaucoup d'acteurs de la transhumance qui sont organisés dans la région. Maintenant, il est évident, le diagnostic va le faire ressortir. Il manque une synergie d'action entre l'ensemble de ces acteurs pour booster les résultats qu'ils attendent. Donc notre objectif, c'est vraiment de les mettre ensemble pour qu'ils réfléchissent à comment travailler davantage ensemble pour que les préoccupations pour lesquelles ces cadres ont été mis en place soient atteintes. Une initiative qui rencontre l'assentiment des autorités dans un contexte où la préoccupation sécuritaire est une affaire de tous. Nous apprécions en tout cas très positivement ce projet mis en place par le système des Nations Unies à travers le PNUD, qui parle donc de cohésion sociale et de consolidation de la paix dans la région. Vous venez d'évoquer donc la situation préoccupante que nous vivons en matière de sécurité. Et je pense que tout ce qui est initiative dans ce genre-là, qui nous permettra en tout cas de souder les liens entre les différentes communautés, est la bienvenue. Le projet promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale couvre les zones frontalières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Autre titre de l'actualité ce soir, la mairie de l'arrondissement 4 dans la ville de Bobo-Dioulasso, après avoir sensibilisé les populations sur l'occupation anarchique, a décidé de passer à l'action. Depuis ce 11 avril, elle démolit les habitations anarchiquement installées dans le secteur 32 de la ville et sur la bande de servitude du Marigooué. Une action qui vise à permettre aux vrais propriétaires de parcelles de pouvoir mettre en valeur leur lopin de terre dans le délai prévu par la loi. On fait le point avec Martin Zerbo et Karim Sissé sur place à Bobo. Cette zone du secteur 32 de Bobo-Dioulasso a été lotie entre 2010 et 2011. Mais depuis, les propriétaires de parcelles ont du mal à construire car des occupants refusent de quitter les lieux. Après maintes opérations de sensibilisation, sommant ces occupants de déguerpir la zone, la mairie de l'arrondissement 4 décide de passer à la manière forte. L'administration communale a décidé effectivement d'aménager les lieux pour permettre effectivement à ceux qui sont déjà attributaires des parcelles de pouvoir réaliser, parce qu'ils aussi ils sont poursuivis par les délais de réalisation qui est de 5 ans. Révolu, alors l'administration peut en tout cas procéder au retrait de ta parcelle et procéder à sa réattribution. Alors donc, et ceux qui sont sur les berges du Marigot et ont été également sensibilisés de la même façon que ceux qui sont sur les voies. Et en leur disant que cette zone-là n'est pas une zone non lotie. C'est ce qu'il faut faire la différence. L'amalgame, c'est là-bas. Il y en a qui pensent que c'est une zone non lotie. Ce n'est pas une zone non lotie. Hassan Diao est l'un des occupants de cette zone. Tout comme lui, ils sont nombreux à assister impuissamment
à la destruction de leurs maisons. Une situation qui semble ne pas les étonner. Ma maison a été détruite, il n'y a pas de souci. C'est l'expression de la loi. Sinon, on nous avait prévenu de quitter il y a longtemps. Nous n'avons pas écouté. L'action de ce matin n'est donc pas surprenante. Moi, je suis veuve, je loge à Koko. C'est ma petite fille qui logeait ici dans ma maison avec son mari. Une partie de ma maison se trouvait malheureusement sur la route et on m'avait informé. Grâce à Dieu, j'ai eu une maison en location au secteur 24. Cette action de déguerpissement ne se limitera pas uniquement à cette zone, nous souligne le maire de l'arrondissement 4. Toutes les installations anarchiques de son ressort territorial subiront le même sort, nous rassure Bakone Milogou. Les étudiants des écoles supérieures de la ville de Ouagadougou sont aussi à l'école de l'entrepreneuriat à travers un cadre d'échange organisé ce vendredi. Ils ont pu découvrir ou revisiter certains principes de l'engagement entrepreneurial et se faire leurs propres idées sur ce qui fonde l'entreprise et l'investissement. Yacouba Gamene, Mounira Kéré. Oser et devenir chef d'entreprise, c'est le rêve de ces étudiants. Être artiste de sa propre réussite socio-économique et jouer pleinement son rôle dans le développement du pays. Pour y arriver, ils ont initié la semaine de l'entrepreneuriat, un cadre pour se motiver, s'informer et se former. Ce que nous attendons en fait, c'est que toute la jeunesse réellement se lance maintenant dans l'entrepreneuriat et que, au vu de tout ce que nous aurons appris, qu'il y ait environ 100 à 200 jeunes de cette salle qui se lancent réellement et qui ouvrent réellement des structures au Burkina Faso ici. La semaine de l'entrepreneuriat est voulue par les délégués des étudiants de 23 instituts privés de la ville de Ouagadougou. Elle se veut un cadre où des modèles du secteur privé partagent leur expérience avec les futurs entrepreneurs. Au Burkina, on ne sait pas se mettre ensemble. Et j'espère qu'avec ces jeunes, ça va commencer. Une entreprise qui aura 2, 3, 4 associés, qui va donner plus du poids et surtout innovant. Au Burkina, nous aimons répliquer ce que quelqu'un a fait. Et quand on réplique la plupart du temps, ce n'est qu'une pâle copie de l'original. Le président du Conseil national du patronat burkinabé demande aux jeunes d'être entrepreneurs, d'avoir le goût du risque, d'accepter, aller sur le terrain et apprendre et d'être loyal. Les étudiants sont aussi invités à se mettre dès à présent au travail dans la discipline et la loyauté, à vaincre la peur, à s'adapter, à devenir tout simplement des entrepreneurs. Et pour refermer ce journal à l'étranger en Libye, l'offensive menée par le maréchal Khalifa Haftar contre le gouvernement de Tripoli a fait, selon les Nations Unies, plus de 200 morts. Les deux camps proclament quotidiennement des avancées. Craignant pour leur vie, des dizaines d'habitants ont décidé de fuir leur domicile. Regardez. Les combats continuent de faire rage au sud de Tripoli. L'offensive menée par le chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, contre la capitale a fait 205 morts, dont 18 civils et 913 blessés. En plus des combats au sol, les deux camps mènent quotidiennement des raids aériens et s'accusent mutuellement de viser des civils. Craignant pour leur vie, des dizaines d'habitants ont décidé de fuir leur domicile. Nous disons aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, écoutez les bombardements. C'est ça la vie dans la région d'Al-Souani. Des roquettes nous tombent dessus, il faut trouver une solution pour nous. S'il vous plaît, Haftar bombarde des civils. Il a ruiné Al-Souani. Il s'agit de bombardements aléatoires. Les bombardements, d'où viennent-ils la nuit? Ils ont détruit le monde. J'ai été placé hors de chez moi. Je n'ai ni maison, ni voiture, ni quoi que ce soit. Ce sont eux qui nous font sortir de la région. Je jure que ma maison a été bombardée. La communauté internationale a appelé à un cessez-le-feu et des négociations. Mais pour les deux camps, la seule fin envisageable reste la victoire sur Tripoli. Si la communauté internationale n'intervient pas et que des pays comme la Turquie cessent d'envoyer leurs flottes et leurs marines à Misrata et dans la région ouest,
Le conflit prendra bientôt fin car les milices n'auraient pas le pouvoir de résister à l'armée. Jeudi, le ministère de l'Intérieur à Tripoli a accusé la France de soutenir le commandant Khalifa Haftar. Paris a réfuté ces accusations et affirmé son soutien au gouvernement internationalement reconnu. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.